à l'association du corps médical privé de Schleff, une association très active. Et donc, je les remercie pour l'invitation. Je m'associe également avec vous, les membres de l'association, avec tous les collègues, pour m'incliner devant toutes les victimes de cette pandémie et d'exprimer toutes nos condoléances, tout particulièrement à nos amis et collègues médecins qu'on vient de perdre récemment. Par ailleurs, je vais profiter pour lancer peut-être un appel. Il y a la wilaya de Biskra qui est dans la difficulté aujourd'hui. Et peut-être qu'il y a beaucoup de collègues qui sont là-bas et malheureusement, il y a probablement un sous-effectif peut-être. Je n'ai pas toutes les informations, mais je pense qu'il faudrait qu'on s'organise pour aider les collègues là-bas et voir comment on peut aider la population et les collègues qui sont sur place. Donc, ce qui m'a été confié aujourd'hui, c'est de parler de l'actualité un peu en hypertension artérielle. Une actualité surtout avec les dernières recommandations de la Société internationale d'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est une maladie chronique, c'est l'une des maladies chroniques la plus répandue dans le monde, 1,4 milliard de patients à travers le monde. Elle touche surtout les populations défavorisées et elle est donc essentiellement présente dans les pays en voie de développement. 72% de ces 1,4 milliard se trouvent dans les pays en voie de développement. En Algérie, avec l'étude SAHA en 2004, on estimait qu'on a à peu près un peu plus que 10 millions d'Algériens hypertendus. Professeur Chtabi, n'oubliez pas de partager votre présentation. Les partager normalement. Non. Alors, je vais le faire. Désolé. Oui, non. Alors, normalement, vous l'avez là? Oui. Oui, on voit votre ordinateur. Mettez juste en plein écran. Voilà. Ça, c'est bien? Désolé pour ce contretemps. Donc, je disais que l'actualité, c'était d'abord les nouvelles recommandations de l'hypertension artérielle publiées en 2018 par la Société européenne. J'ai un retour, c'est normal? Je crois qu'il y a un retour qui est… C'est bon, j'ai coupé les microphones des autres orateurs, docteur. Parfait. Et puis, tout récemment, comme je le disais, il y a les recommandations de la Société internationale d'hypertension artérielle qui ont été publiées le 6 mai 2020, donc c'est des recommandations assez récentes. Dans ces deux recommandations, on est basé sur la même stratégie devant un patient hypertendu. Il faut d'abord confirmer l'hypertension artérielle, évaluer le risque global du patient, informer, éduquer, et là on pourra en discuter de la consultation d'annonce, et puis enfin traiter et surveiller les patients pour leur éviter éventuellement les complications, notamment l'AVC. Alors donc, diagnostic de l'hypertension artérielle, moi je vous apprends rien, sauf que je trouve que les recommandations de la Société internationale d'hypertension sont des recommandations assez pratiques et je vous invite vraiment à les lire. C'est très bien expliqué sur les différentes étapes et très très bien simplifié. On nous met par exemple ce schéma-là pour bien nous rappeler que pour prendre une tension artérielle en consultation au cabinet médical, le patient, il faut qu'il soit bien installé depuis au moins 5 minutes. Son dos, il doit être bien adossé à la chaise, les pieds bien collés au sol et donc attendre 3 à 5 minutes de relaxation avant de prendre 3 prises successives à 1 minute d'intervalle et prendre que les 2 dernières prises pour faire la moyenne. Alors, je vous apprends rien, dans la recommandation de l'ESC, on a classé l'hypertension artérielle en différents grades. Alors, pression artérielle optimale, inférieure à 120 de systolique, 80 de diastolique, normale haute, et à partir de 140, on a les 3 grades d'hypertension artérielle, grade 1, grade 2, grade 3. Et on a même évoqué l'hypertension artérielle systolique.
Au niveau des recommandations de la Société internationale d'hypertension récemment publiées, ben c'est un peu plus, j'allais dire, simplifié. On considère que la pression artérielle est normale lorsqu'on a une systolique inférieure à 130 et une diastolique inférieure à 85 mm de mercure. Elle est normale haute entre 130 et 139 de systolique, 85-89 de diastolique. Et puis, on a 2 grades d'hypertension. Grade 1, entre 140 et 159 de systolique et 90-99 de diastolique. Et grade 2, supérieur à 160 et supérieur à 100 mm de mercure pour la diastolique. Donc, c'est relativement plus simplifié. 2 grades d'hypertension, un grade 1 et un grade 2, considérés comme des chiffres tensionnels très élevés. Les 2 recommandations insistent sur le fait de confirmer l'hypertension artérielle, soit par l'automesure ou la mesure ambulatoire de la pression artérielle. La MAPA nous permet, face à l'automesure, surtout d'avoir une idée sur la tension artérielle, notamment nocturne. Que ce soit en automesure ou en MAPA, les 2 sociétés ont quasiment les mêmes définitions de critères d'hypertension artérielle. Je ne vais pas trop les détailler. Et puis au final, il faut faire comme nous l'a dit William Osler, un bon médecin traite la maladie, mais un excellent médecin traite le patient. Et donc, on doit stratifier le risque global du patient en fonction des mesures et des mesures correctes de la pression artérielle, en fonction des facteurs de risque associés et en fonction de l'atteinte de certains organes cibles qu'il faudra donc rechercher. Et en fonction de tout ça, on va classifier le risque de nos patients. Au niveau de la Société européenne d'hypertension, de cardiologie, en 2018, on avait 4 niveaux de risque, soit le bas risque, le risque modéré, le haut risque et puis le très haut risque. Donc, 4 niveaux de risque en fonction des chiffres tensionnels, ici, en fonction du grade donc d'hypertension artérielle et en fonction de l'association de facteurs de risque et ou de l'atteinte des organes cibles. Au niveau des dernières recommandations de la Société internationale d'hypertension, là aussi c'est un peu plus simplifié. Il y a 3 niveaux de risque, le bas risque, le risque modéré et le très haut risque. Et on voit très bien que les patients dès qu'il y a un patient hypertendu qui est associé à un ou deux facteurs de risque, lorsqu'il a une tension artérielle grade 1, il est modéré. Les seuls risques faibles sont des patients qui ont des chiffres tensionnels, une hypertension grade 1, mais sans facteur de risque associé. Et puis, la majorité des patients, c'est-à-dire des patients qui ont soit une hypertension grade 1 ou une hypertension grade 2, mais associée à des facteurs de risque ou à 3 facteurs de risque, ou bien avec une atteinte des organes cibles, ils sont d'emblée classifiés à haut risque. On en vient au traitement. Le traitement, on sait que, et ça depuis l'étude de Sprint, qui inclut un peu plus que de 9000 patients, des patients qui avaient une hypertension et associés à un certain nombre de facteurs de risque, hormis le diabète. Alors, lorsqu'on a baissé les chiffres tensionnels jusqu'à 120 mm de mercure, on avait un gain en matière de morbimortalité. Et donc, il y avait une stratégie, la stratégie de traitement intensif était supérieure que la stratégie juste abaisser les chiffres au-dessous de 140 mm de mercure. Et donc, à partir de là, au niveau des recommandations, on traite les patients, que ce soit à l'ESC ou à l'ISH. Il faut traiter les patients dès que les chiffres tensionnels sont très élevés, l'hypertension grade 2 à 3 à l'ESC, ou bien lorsqu'on a une hypertension grade 1, mais avec un niveau de risque très élevé. Et là aussi, dans les recommandations de l'ISH, je trouve que c'est encore mieux expliqué, avec un diagramme qui est mieux expliqué. Donc, je vous suggère vraiment de lire ces recommandations que je trouve très pratiques pour le praticien. Alors, comment traiter ? Alors, on sait que la monothérapie à elle seule nous permet de contrôler un nombre plus faible de patients que la bithérapie, et ça, on le sait depuis longtemps. Regardez ici une étude publiée en 2009, et on voit clairement que pour atteindre les cibles
tensionnelle, ben, une bithérapie est nettement supérieure que la monothérapie, et ceci quel que soit le type de monothérapie ou de classe de monothérapie. Donc, la bithérapie fait mieux que la monothérapie dans le pourcentage de contrôle. On estime à peu près à entre 60 et 70% des patients qu'on arrive à régulariser avec la bithérapie. On sait également que le problème essentiel en matière d'hypertension artérielle est l'observance, et ça a été démontré depuis très longtemps que les associations, lorsqu'on a des patients à traiter avec avec 2 traitements ou plus, ben les associations fixes sont plus facilement tolérées, et surtout, il y a une meilleure observance avec ces thérapeutiques ou ces combinaisons fixes. Et donc, depuis l'ESH, il y a un changement radical des recommandations. Les anciennes recommandations de la Société européenne et de l'ESH datées de 2013. Et donc, en 2018, on préconise d'emblée, dans la grande majorité des cas, de traiter des patients avec une bithérapie, avec une association fixe. Le but étant d'améliorer le pourcentage de patients qui atteignent les cibles, en tablant évidemment sur une meilleure adhésion au traitement et une meilleure observance au traitement. Et donc, les seuls patients qu'on considère éligibles à la monothérapie sont les patients qui sont à faible risque, c'est-à-dire qui ont une hypertension artérielle de grade 1, sans facteur de risque associé, sans atteinte des organes cibles. Et donc, ce sont les seuls patients pour lesquels on peut débuter, ou on doit débuter une monothérapie, et dans le cas où on n'atteint pas la cible, c'est là où on peut passer à une bithérapie. La même chose pour l'ISH du 6 mai 2020, où on considère clairement que la monothérapie est juste réservée aux patients à faible risque, c'est-à-dire une hypertension de grade 1, sans facteur de risque, sans atteinte des organes cibles, ou bien chez les patients fragiles, âgés, supérieurs de 80 ans. Dans ce cas-là, on doit être plus prudent, notamment en matière d'hypotension orthostatique. Et chez ces personnes-là fragiles, il faut privilégier une bithérapie. Chez le reste des patients, ben, il faut privilégier une bithérapie, une association, en tout cas débuter le traitement par une bithérapie, idéalement en association fixe, pour améliorer l'observance. Alors, les associations, vous voyez ici, hein, A, C, AC, AD, etc. Alors, A, c'est pour les bloqueurs du système rénine-angiotensine, que ce soit les IEC ou les ARA2. C, c'est pour les inhibiteurs calciques et la dihydropyridine. Et D, c'est pour les diurétiques. Et donc, on nous dit, en tout cas dans l'ISH, qu'il faut préférer l'association A et D, c'est-à-dire un bloqueur du système rénine-angiotensine et un diurétique thiazidique dans le post-infarctus, chez les patients âgés, chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque et chez les patients qui sont intolérants aux inhibiteurs calciques. Les inhibiteurs calciques doivent être considérés dans les autres indications, et surtout également, de première intention, c'est le sujet de race noire, où on doit associer un bloqueur du système rénine-angiotensine et un inhibiteur calcique, ou bien carrément un inhibiteur calcique avec un diurétique. En cas où cette association, cette triple association, donc si on échoue dans les objectifs tensionnels avec la bithérapie, ben là, il faut passer à la troisième étape et faire une trithérapie. Et au final, si les patients n'atteignent pas la cible, ben là, il faut adjoindre de l'aspironolactone. Alors, pourquoi j'ai parlé de trithérapie? Parce que ça a été démontré, et c'est des publications qui sont assez anciennes, regardez ici 2009, que la trithérapie permettait de contrôler, dans cette étude sur plus de 10 000 patients, permettait de contrôler plus de 85% des patients sous trithérapie. Ce qui m'amène à vous montrer ceci, j'ai été très étonné de voir ça. Ce sont des études flash réalisées en France par le comité hypertension,
des études qui nous renseignent sur la prescription médicamenteuse. Et ces études ont été faites en 2007, 2012, 2014, 2017 et 2019. Vous vous rappelez, les dernières recommandations de l'ESH étaient, ESH-ESC étaient de 2013, c'est-à-dire ici à peu près. En 2018, nouvelle recommandation où on privilégie la bithérapie fixe. Ben, regardez en 2019, une augmentation de la prescription de la monothérapie, plus de 50% des patients sont sous monothérapie, alors que la bithérapie, les patients sous bithérapie on voit une diminution. Donc, on voit clairement qu'il y a une inertie thérapeutique, qu'il y a un non-respect des recommandations. Il faudrait faire ce même type d'études et c'est ce que nous essayons, nous, de faire à la Société algérienne de cardiologie, mais on pourra en discuter lors des débats. Alors maintenant, bithérapie, thérapie, j'ai essayé de voir dans les recommandations, est-ce qu'on nous dit quand est-ce qu'il faut donner ces traitements, le matin ou le soir? Moi, personnellement, je faisais comme par analogie avec mes patients coronariens qui étaient sous bêta-bloquants et je leur donnais des médicaments essentiellement le matin en me disant au réveil, les patients doivent être plutôt protégés dans la journée puisqu'on sait que les chiffres tensionnels sont beaucoup plus élevés dans la journée. En fait, j'ai retrouvé cette étude qui a été publiée en octobre 2019 et qui n'a pas été incluse parce qu'elle est plus ou moins décriée par certains éditorialistes, une étude où plus de 19 000 patients ont été randomisés en deux groupes. Un groupe où on prenait tous les traitements au réveil, trithérapie, et un groupe où les patients, un peu plus de 9 000 patients, avaient au moins un traitement antihypertenseur le soir avant le coucher. Et donc, dans cette étude, on voit que les deux groupes de patients, il y a strictement c'est une étude randomisée, donc ils sont strictement superposables avec je vous ai pas mis les thérapeutiques, même les thérapeutiques étaient superposables dans les deux groupes. C'est exactement les mêmes traitements qui ont été pris par les deux groupes. Et on voit clairement dans cette étude que le fait de prendre son traitement au coucher, et on pourra peut-être discuter tout à l'heure avec mon collègue qui vient de me précéder sur les effets éventuels sur l'AVC du petit matin. Le fait de prendre ces traitements au coucher va améliorer le pronostic avec un suivi qui est assez lent, en moyenne 8 ans, mais c'est des patients pour certains qui ont été suivis de plus de 10 ans. Et on voit que ça agit même sur la mortalité. Regardez, lorsqu'on décrypte le critère primaire, l'événement composite, il y a un bénéfice total, mais le bénéfice est sur l'AVC, sur les événements coronariens, plus marqué sur les AVC, mais également sur la mortalité toute cause. Donc, vraiment, c'est une étude qui m'interpelle et peut-être qu'on en discutera. Comment vous faites-vous habituellement pour traiter vos patients? En tous les cas, vos patients qui sont éligibles à la ou la trithérapie, est-ce que vous donnez un traitement avant le coucher à vos patients ou pas? Alors, l'hypertension artérielle, actualité veut dire également hypertension et Covid. Je vous rappelle que au début de la pandémie, fin décembre, début janvier, l'hypertension artérielle a été pointée du doigt comme facteur de risque de développer la forme grave du fait de nombre de patients importants de décès où l'hypertension était associée. Dans des études chinoises, 40% des décès des patients étaient hypertendus. En Italie, 69% des patients décédés étaient hypertendus. Et donc, beaucoup d'éditorialistes ont pointé du doigt l'hypertension artérielle comme facteur de risque de forme grave. En fait, aucune étude à l'heure actuelle n'a démontré de preuve entre l'hypertension artérielle et étant un facteur indépendant de forme grave. C'est plutôt un facteur confondant, puisqu'on connaît maintenant que l'un des facteurs prépondérants en mortalité, c'est l'âge de plus de 60 ans. Et on sait que chez ce groupe de patients âgés de plus de 60 ans, l'hypertension artérielle, la prévalence de l'hypertension artérielle est beaucoup plus importante. Donc, l'hypertension artérielle n'est pas un facteur, à elle seule, n'est pas un facteur indépendant de développer la forme grave de la maladie Covid-19. Malgré ça, de grandes équipes, regardez ici l'équipe des équipes new-yorkaises,
On voit ici 5700, dans cette étude, 5700 patients inclus dans les hôpitaux de New York, 12 hôpitaux de New York entre le 1er mars et le 4 avril. 56% de ces hypertendus, de ces patients étaient hypertendus, soit 33 026 patients. Et on voit que sur ces 56%, 50% de ces patients ont dû arrêter les traitements. C'est les équipes médicales qui ont arrêté les traitements, justement par cette peur de surexpression du récepteur ACE2 chez les patients qui sont traités par IEC-ARA2. Je rappelle que le virus SARS-CoV-2 pénètre dans l'organisme via des récepteurs ACE2 que nous, cardiologues, on ne connaissait pas jusqu'à cette pandémie, mais très connu de la part de nos amis infectiologues et pneumologues. On connaît l'enzyme de conversion, mais il existe une enzyme de conversion 2 avec un récepteur. Et ce récepteur a un effet, en fait, balance. L'enzyme de conversion 2 va permettre de dégrader soit l'angiotensine 1, s'il est en surexpression, en angiotensine 1,9, ou bien l'angiotensine 2 en angiotensine 1,7. Donc, les patients qui sont sous IEC, lorsqu'on inhibe la transformation d'angiotensine 1 en angiotensine 2, donc on va augmenter l'angiotensine 1 dans l'organisme, l'ACE2 va le transformer en angiotensine 1,9 et il aura un effet antioxydant, anti-inflammatoire, vasodilatateur, antifibrosant. Si on bloque les récepteurs AT2, il y aura une augmentation de l'angiotensine 2 et donc il y aura une action de la CE2. Et certains éditorialistes ont dit que ces traitements peuvent avoir en tous les cas, entraînent une surexpression de la CE2 et pourraient être responsables de formes graves. On a même vu certains algorithmes qui nous demandaient d'arrêter ces traitements. En fait, en réalité, là aussi, aucune étude n'a démontré cette relation entre les patients qui sont sous IEC-ARA2 et la forme grave de la maladie COVID-19. Bien au contraire, d'autres études ont clairement démontré qu'ils avaient même un effet protecteur. Cet effet protecteur, là aussi, est connu chez nos amis pneumologues, puisque j'ai retrouvé des études assez anciennes qui démontrent clairement qu'en cas de pneumopathie bactérienne ou virale, chez les patients qui sont sous IEC ou ARA2, étaient plutôt protégés. C'est le cas de cette étude rétrospective publiée par nos amis chinois qui démontre clairement que les patients hypertendus sous IEC-ARA2 avaient une mortalité plus faible que chez les patients hypertendus qui n'étaient pas sous IEC-ARA2. Et donc, tout ceci a amené à ce que toutes les sociétés savantes mondiales nous préconisent de ne surtout pas arrêter les traitements de nos patients hypertendus et de ne pas changer nos habitudes chez les nouveaux hypertendus diagnostiqués. Donc, en conclusion, on a vu un petit peu les actualités d'hypertension artérielle. On est maintenant plus que sûr que avec la bithérapie, et notamment la bithérapie fixe, on arrive à contrôler en moyenne 70% de nos patients. La trithérapie va nous permettre de contrôler encore plus les patients qui sont pas contrôlés. On estime entre 85 et 90% des patients. Dans la situation actuelle, et je mets souvent cette plaque où le Covid est la première cause de mortalité dans le monde, ça c'était le mois d'avril. Je suis curieux de voir le mois de mai et le mois de mai et le mois de juin. Il faut surtout pas qu'on ait une deuxième et une troisième vague. On est en plein dans la première vague et le deuxième et la troisième vague, ce sont nos patients chroniques, notamment nos patients hypertendus, qu'il est impératif de rassurer. L'hypertension n'est pas un facteur de risque. C'est plutôt le fait d'arrêter ces traitements qui est un facteur de risque. Il faut continuer à traiter nos patients du mieux possible et la place des IEC ARA2 est plus que clairement identifiée dans cette étape-là. Et voilà, donc globalement,
il faut rester en contact avec nos patients, faire beaucoup de pédagogie pour éviter l'arrêt des thérapeutiques. La télémédecine et la téléconsultation, là aussi, a une place importante. Et nous, à la Société algérienne de cardiologie, on a donné une place importante puisqu'on a distribué à 600 collègues gratuitement un logiciel leur permettant de faire de la téléconsultation et de la télémédecine. Je vous encourage vivement à le faire. Et voilà, bon courage à tous et surtout bonne santé à tous. Merci à tous.